Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre aimable fidélité à cette émission Un œil sur l'actualité. Au cours de ce nouveau numéro, nous allons évoquer les sujets qui font l'actualité, notamment le processus électoral qui est en cours et qui avance inexorablement vers le 15 avril prochain. Nous évoquerons également la crise sociale. Nous en parlons en première partie d'émission avec le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Gilbert Bawara. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait toujours plaisir lorsque j'ai l'occasion de répondre à votre invitation et de pouvoir, par votre intermédiaire, échanger également avec les téléspectateurs et les Togolais de manière générale. Merci beaucoup. Et puis, en seconde partie d'émission, nous évoquerons exclusivement la question sociale avec le porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo. Monsieur le ministre Bawara, pour commencer, on sait que le Togo avance vers les élections présidentielles. Les élections sont fixées, enfin, l'élection est fixée pour le 15 avril. Dans ce cadre-là, vous effectuez une tournée ces temps-ci. D'abord, pourquoi vous avez initié cette tournée-là? D'abord, je voudrais dire, si le temps me permettait, si le temps permettait au gouvernement, c'est-à-dire à mes autres collègues, si le temps permettait au Premier ministre et à d'autres responsables politiques, nous devrions être en train de sillonner l'ensemble du territoire national dans cet objectif-là. Comme vous avez pu le constater, il ne s'agit pas d'une activité partisane. Je ne suis pas en train d'aller à la rencontre des populations dans les cantons du Grand Lomé, dans les grandes agglomérations du Grand Lomé, pour leur donner des consignes de vote. Tel n'est pas l'objectif. L'objectif, il est simple. Il s'agit d'aller expliquer l'importance d'une élection de manière générale. L'importance d'aller voter, l'importance d'assumer le vote comme une liberté fondamentale, comme un droit fondamental, qui n'est pas nécessairement donné. Parce que moi je crois, et tout le monde admettra avec moi, qu'on ne peut pas parler de démocratie sans élection. Au-delà du fait que c'est un moyen de régulation de la vie politique, c'est un moyen de désignation des responsables politiques, une élection est un élément fondamental d'une démocratie. Et je sais les péripéties, les difficultés par lesquelles le processus de démocratisation dans notre pays est passé. Et donc, dès lors que nous avons maintenant acquis cette liberté, que nous jouissons de ce droit, il faut l'exercer, il faut l'assumer. C'est une responsabilité citoyenne. Si on dit que les députés sont élus au suffrage universel direct, que le président de la République est élu au suffrage universel direct, ce qui signifie qu'il est désigné par l'ensemble des Togolaises et des Togolais qui jouissent de la qualité d'électeur. Et que chacun des citoyens se désintéresse de l'élection, se désintéresse d'assumer son droit de vote, de jouir de sa liberté fondamentale, nous risquons de nous retrouver dans une situation où le suffrage universel serait vidé de sa substance. Et finalement, on aurait des dirigeants qu'on n'aurait pas voulu ou qu'on n'aurait pas choisi. Voter, c'est participer à la gestion de la chose publique. C'est donner son point de vue par rapport à l'orientation qu'on souhaite que le pays prenne. Parce que selon qu'on vote pour X ou Y, on sait potentiellement la politique qu'il va mener et le programme qu'il va déployer. Voilà pourquoi je suis en train de faire cette tournée et ces rencontres citoyennes pour rappeler l'importance d'une élection, rappeler l'importance pour les Togolais d'assumer leurs responsabilités citoyennes en allant à la rencontre et aux échanges avec les acteurs politiques et naturellement les candidats. J'ai profité également, et c'est une évidence, les populations nous reprochent beaucoup en tant que ministre, en tant que gouvernement, en tant qu'acteurs politiques, toutes tendances confondues, de venir vers elles seulement à la veille des élections et ensuite de ne plus être présent, de ne plus être à leur écoute. Cet aspect-là, il semble que beaucoup vous l'ont dit lors de la tournée. Exactement.
aussi bien à Toglekope qu'à Baie, les gens me l'ont dit, et ils ont raison. Alors je dis inversement, tout en assumant avec humilité ce défaut de présence effective et efficace sur le terrain, maintenant que l'élection oblige les acteurs politiques à aller vers la population, pour aller engager ce dialogue et ces échanges, il faut que la population en profite pour un dialogue et un débat sérieux. Il ne s'agit pas simplement pour les candidats d'aller vers les populations, d'aller vers les citoyens et de leur dire « votez pour moi ». J'encourage les citoyens à ce que lors de ces activités, des manifestations, lors de la campagne, lors des rencontres avec les acteurs politiques et avec les candidats, qu'ils en profitent pour donner leur point de vue, poser des questions. Quel est votre programme? Quelle est votre idée? Quelle est votre vision? Vous voulez qu'on vous élise? Mais demain, comment vous allez régler les problèmes d'éducation? Comment vous allez régler les problèmes d'accès à l'eau potable? Comment vous allez régler les problèmes de l'enseignement? Comment vous allez assurer la revalorisation des salaires des agents de la fonction publique? Comment vous allez répondre aux attentes du monde paysan et rural? Comment vous allez continuer à construire des infrastructures de soutien à l'économie? Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir une croissance beaucoup plus forte? Voilà des occasions à ne pas rater pour le peuple togolais. Et donc, contrairement à certaines activités ou certains groupuscules qui tendent à dire, à banaliser l'élection, je pense qu'en tant qu'acteurs politiques, quelles que soient nos tendances, nous avons la responsabilité de l'éducation civique et citoyenne et la responsabilité d'attirer l'attention de nos concitoyens sur l'importance de l'élection et du droit de vote. Deuxièmement, à l'occasion de cette tournée que j'effectue, c'est pour moi aussi, en tant que ministre de l'administration territoriale, chargé de la liaison entre l'État, disons le gouvernement, les services de l'État et la CENI, qui est le maître d'œuvre du processus électoral, je veux partager avec nos concitoyens mes convictions concernant les enjeux de l'élection présidentielle du 15 avril 2015. Je veux les appeler à contribuer afin que l'élection présidentielle d'avril 2015 se tienne dans des conditions de sérénité et de sécurité, dans des conditions de paix, dans des conditions de transparence, de fiabilité et de crédibilité. Que ce que nous avons été en mesure de faire ensemble dans le sillage du dialogue inter-togolais et de l'accord politique global, en 2007, en 2010, en 2013, que nous soyons en mesure de reproduire la même performance, sinon de faire mieux que ces élections précédentes, et que l'élection d'avril 2015 consacre une avancée dans la consolidation du climat d'apaisement de la vie politique, dans la consolidation du processus de réconciliation nationale. Monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas aussi un peu parce que vous craignez un fort taux d'abstention que vous avez initié cette tournée? Non, vous savez, moi j'ai une conviction, c'est que aujourd'hui nous avons beaucoup de candidats. 5 candidats. Les citoyens togolais en âge de voter, qui veulent soutenir ces candidats, qui se reconnaissent dans la vision de ces 5 candidats, ils iront voter. Ceux qui ne vont pas aller voter, c'est probablement ceux qui auraient éventuellement voté pour ceux qui appellent au boycott. Je n'ai pas à faire un rapport de force et à le situer. Au lendemain de l'élection, nous apprécierons. Je dis tout simplement, en tant que gouvernement, parce que, en tant que parti politique, en tant qu'acteur politique, nous avons une responsabilité. Et par ailleurs, je ne perds pas de vue qu'il est arrivé dans un passé pas si lointain que des élections soient boycottées dans notre pays.
en 2002 notamment. Est-ce que cela a été un élément de solution ou bien un facteur qui a alimenté davantage la crise? Quand j'entends, par exemple, ceux qui avaient boycotté des élections, dont les résultats ont permis par la suite de modifier la Constitution et qui concèdent cette modification. Moi, je suis certain qu'il y a beaucoup de Togolais qui partagent ma conviction qu'il vaut mieux aller s'exprimer. Si vous ne vous exprimez pas, d'autres le feront à votre place. Et celui qui sera élu, il posera des actes qui nous engagent collectivement. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut? S'assumer, exprimer son point de vue en allant participer aux meetings, aux activités des partis politiques, en allant prendre son bulletin et le mettre dans l'urne pour dire « je vote pour tel citoyen ou tel autre ». Voilà la responsabilité que nous avons. Et donc, je ne veux pas ni minimiser ni banaliser ceux qui tiennent un discours contraire, mais je dis ce discours qui pourrait avoir comme finalité de démobiliser, ne démobilisera pas et ne découragera pas les Togolais. Éventuellement, ce discours n'est audible et ne reçoit une audience que parmi les partisans de ces acteurs. Je ne sais pas qu'est-ce que ces acteurs représentent véritablement dans le paysage politique togolais, mais nous aurons l'occasion d'apprécier au lendemain du scrutin. Quand on prend 2013 par exemple, où les Togolais sont allés faire les législatives, il y a eu quand même 1 million de personnes qui n'ont pas voté. Vous savez, plus nous allons progresser dans l'affinement de la démocratie togolaise, plus nous allons évoluer en matière d'état de droit, et plus il y aura une désaffection et un désengagement des populations par rapport aux élections et au vote. Regardez les expériences d'autres pays. En Europe, quand le taux de participation atteint 50%, c'est une grande performance. Aujourd'hui, demain, c'est dimanche, il y a une élection en France. On parle de taux d'abstention autour de 50%. En 2007, le taux de participation lors des élections législatives d'octobre 2007 était au-dessus de 80%. En 2010, ça a baissé. C'est tout à fait normal. Je connais des pays africains, le Mali, pour ne pas le citer. C'est seulement en 2012 qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, le taux de participation a atteint 50%. Sinon, depuis le début de leur processus de démocratisation, les taux de participation se situaient autour de 40%. Mais pourtant, le Mali était présenté comme un modèle de démocratie. Je ne le souhaite pas pour notre pays. Je souhaite que nous ayons des citoyens à part entière. Des citoyens qui se sentent partie prenante de la communauté nationale, qui s'expriment sur les affaires publiques, qui s'expriment lors des élections. C'est ce que je souhaite. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé d'entreprendre ces tournées et ces rencontres citoyennes à travers le Grand Lomé, mais également dans d'autres localités de notre pays. Est-ce que ça a été quand même des moments d'échange ou bien ça a été juste un monologue? Non, je n'ai pas voulu qu'il s'agisse d'un monologue. Je ne le souhaite pas. Sinon, ce serait trop simpliste. Je préfère, lorsque j'arrive dans une localité, bien entendu, il y a les salutations d'usage. Et ensuite, j'explique le contexte et les tenants et aboutissants de ma rencontre avec les populations. Et après, je reste à leur écoute. Pas seulement pour qu'ils posent des questions. Il est arrivé à Toglekope et à Abé. Et ce dimanche, je suis à Sabado tout à l'heure. Et j'échange. Il y a des contributions positives qui sont formulées. Hier, à Abé, un citoyen m'a demandé, Monsieur Bawara, nous sommes déterminés à aller voter. Nous voulons que notre pays aille de l'avant parce que nous souhaitons que, quel que soit le vainqueur au lendemain de l'élection présidentielle, il puisse conjuguer les énergies et les efforts des Togolais pour se consacrer au développement économique et social. Mais quelle garantie, vous, en tant que gouvernement, vous allez nous donner que nous allons aller voter et rentrer sains et saufs à domicile, sans être agressés?
C'est une contribution. Parfois, on ne se rend pas compte de la détermination et de l'engagement des Togolais. Et naturellement, je les ai rassurés. Je leur ai dit que face à certains discours et à certains comportements d'un groupuscule d'acteurs politiques et de la société civile, le gouvernement a une position simple. Tout ce qui relève de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, nous voulons respecter cela scrupuleusement. Parce que nous sommes attachés aux libertés. Nous sommes attachés à la démocratie. Qu'un acteur dise « je ne veux pas participer à l'élection présidentielle », c'est son droit absolu. C'est regrettable. Qu'un acteur dise à ses militants « je ne souhaite pas que vous alliez voter », c'est son droit le plus absolu. Mais je dis à ces militants que même si vous n'allez pas voter, les résultats du vote vont vous lier, vous engageront. Si vous êtes par exemple un fonctionnaire qui promulgue les budgets de l'État, c'est le président de la République. Quel qu'il soit, au lendemain de l'élection, c'est lui qui promulgue le budget. La politique fondamentale qui sera engagée dans le domaine de l'éducation, de la santé, accès à l'eau potable, l'agriculture, l'économie numérique, tous les secteurs et domaines de la vie. C'est le président de la République qui donne une impulsion, qui donne une orientation. Vous n'allez pas voter, mais il y aura un président de la République qui nous engagera collectivement. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux aller s'exprimer. Et donc, je dis, dans ce discours-là, tout ce qui relève de la liberté d'opinion et d'expression, nous n'avons rien à redire. Nous n'allons pas aller contre l'exercice et la jouissance des droits et des libertés. Mais en revanche, lorsque des actes ou des comportements enfreindront l'ordre public, là, le gouvernement agira avec la plus grande sévérité et la plus grande fermeté. Et je profite pour assurer les Togolais sur ce point. Nous ne devons pas, et c'est également un des messages que je partage avec nos concitoyens dans ma tournée. L'enjeu de l'élection présidentielle, c'est aussi que nous puissions démontrer à nous-mêmes et à la communauté internationale que nous avons su tirer les enseignements et les leçons par rapport à toutes les erreurs et à tous les errements que nous avons eus par le passé. Que nous sommes déterminés non pas à reculer, notamment en ce qui concerne le processus de réconciliation nationale, mais plutôt à consolider ce processus. Est-ce que nous allons consolider le processus de réconciliation nationale? Est-ce que nous allons affermir le climat politique en reproduisant des violences, en transformant l'élection en un moment d'affrontement, en agissant d'une manière telle que les Togolais aient peur d'aller voter? C'est pas vrai. Et donc, c'est également un enjeu majeur. Est-ce que notre pays, quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle en termes de vainqueur, sera mieux en mesure d'aller de l'avant en matière de croissance économique, en matière de développement, en matière de satisfaction des besoins de population, s'il y a la paix et la sécurité, ou bien inversement, s'il y a un climat d'agitation, s'il y a un climat de violence, et qu'on se retrouve avec des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des concitoyens qui sont obligés de franchir les frontières pour aller au Ghana, pour aller au Bénin, des biens publics et privés qui sont saccagés, détruits. Au contraire, nous allons encore ouvrir d'autres plaies et le prochain président, quel qu'il soit, il va passer son temps à essayer de ressouder le tissu social, à essayer encore de recréer un climat de concorde plutôt que à se consacrer au développement économique et social. Et enfin, c'est un enjeu aussi de taille. Notre sous-région est aujourd'hui exposée à d'importantes menaces et fléaux. Le Nigeria est en proie avec Boko Haram. Le Mali, la zone sahélo-sahélienne est en proie à des phénomènes djihadistes et fondamentalistes. Aucun de nos pays n'est à l'abri
des risques d'instabilité et d'insécurité. Et donc, moi je souhaite, le gouvernement souhaite que l'élection présidentielle ne rende pas notre pays et le peuple togolais vulnérable et fragile par rapport à toutes ces menaces. Nous devons continuer à rester plutôt un pôle de stabilité et un pôle de croissance. C'est seulement à cette condition que nous pouvons continuer à aller de l'avant plutôt que de stagner ou de reculer. Merci, monsieur le ministre, de tout ce que vous nous avez donc dit sur la tournée que vous avez commencée il y a quelques jours et qui va se poursuivre dans les prochains jours. Revenons maintenant au processus électoral en cours. On sait que le comité de suivi du processus électoral a tenu une rencontre il y a quelques jours à la primature. À quel niveau on se trouve actuellement? Quel est le point de l'évolution du processus actuellement? La mise en place du comité de suivi du processus électoral a un objectif. Il s'agit de préserver le caractère inclusif, pluraliste et participatif du processus électoral. Créer un cadre au sein duquel la CENI, le gouvernement, les partis politiques, les organisations de la société civile, les partenaires au développement échangent. Écoute la CENI en ce qui concerne l'état d'avancement du processus électoral, formule des propositions d'amélioration du processus électoral. À ce stade, les réunions ont été consacrées à l'affichage des listes provisoires des électeurs. Après la phase d'enrôlement des électeurs, le fichier de 2013 plus les nouveaux enrôlés ont été fusionnés. Il s'agit maintenant d'afficher toutes ces listes provisoires sur l'ensemble du territoire national et d'offrir l'occasion aux citoyens et aux partis politiques d'exercer les recours et les contestations éventuelles afin de permettre l'épuration du fichier, l'amélioration du fichier électoral. Il y a également tout ce qui concerne les acquisitions, les urnes, l'encre indélébile, les bulletins de vote. Donc la CENI a fait le point de la situation. C'est également l'occasion pour les acteurs politiques notamment de signaler éventuellement au ministre de la Sécurité et au gouvernement les éventuels incidents auxquels ils sont confrontés sur le terrain afin que nous puissions y remédier. Voilà le but et les objectifs du comité de suivi et les points sur lesquels ce comité s'est attelé ces derniers temps. Alors donc pour le point que la CENI a fait au comité de suivi, est-ce qu'on peut dire que les choses avancent bien? Bien sûr. Vous comme moi, vous pouvez constater que les choses évoluent. Naturellement, un processus électoral est toujours complexe. Il ne manque jamais de susciter des récriminations, des reproches. Ce que nous souhaitons en tant que gouvernement, c'est que toutes les difficultés qui peuvent être observées sur le terrain, les insuffisances ou les défaillances éventuelles qui peuvent être observées, soient portées à l'attention de la Commission électorale nationale indépendante, qu'il y ait un dialogue pour permettre d'améliorer. C'est de cette manière-là que de manière constructive, chacun peut se sentir acteur du processus électoral. Alors, monsieur le ministre, le gouvernement voit les choses comme toujours allant dans le bon sens, mais du côté de l'opposition, on critique toujours le processus. Surtout, c'est la question du fichier électoral qui revient. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous êtes satisfait du fichier qu'on a actuellement? Non, ne m'amenez pas à participer. J'ai vu qu'il y avait une opération de mystification et de manipulation. C'est comme ça que vous l'appelez? Oui. Je préfère, comme je l'ai dit, maintenant les listes d'électeurs sont affichées. Il s'agit des listes provisoires. Je préfère la situation dans laquelle les partis politiques et même les organisations de la société civile informent, sensibilisent et mobilisent les citoyens pour aller regarder ces listes, de vérifier que leurs noms sont corrects, que toutes les indications sont correctes. Éventuellement, si un voisin, si vous êtes mon voisin, et je sais que vous êtes mineur, j'ai la preuve de cela, que j'aille vous dénoncer en disant telle personne
est inscrit sur la liste électorale dans mon voisinage ou dans ma localité, cette inscription est irrégulière ou frauduleuse. Je préfère cette attitude-là à tout ce qui peut être une stratégie tout simplement pour décrédibiliser et discréditer le processus électoral. Je donne un exemple. Quand on enrôle les électeurs sur un kit, si vous allez, vous faites enrôler et que pour une raison ou une autre, il y a eu une erreur sur votre carte d'électeur, si vous le constatez sur le champ, il est possible qu'on reprenne votre enregistrement. En reprenant votre enregistrement, on va vous donner une seule carte d'électeur. Votre nom va figurer sur une seule liste d'électeurs. Mais en revanche, il est possible que dans la machine, si l'opérateur de saisie, malencontreusement, n'a pas effacé les données qu'il a enregistrées la première fois et qui a abouti à une erreur sur votre carte, dans la machine et dans le serveur, vous serez enregistré 2 fois. C'est-à-dire, vous êtes en train de reconnaître là qu'il y a des doublons. Bien entendu. Le gouvernement n'a jamais estimé que l'enrôlement biométrique est une panacée. Que cela ne peut pas donner lieu à quelques insuffisances ou anomalies. Non, pas du tout. Je vous donne un exemple concret. Dans ce cas-là, quelqu'un qui regarde dans le fichier, il va dire quoi? Il va dire, Monsieur Gilbert Bawara est inscrit 2 fois. Effectivement, peut-être dans la machine, parce que l'opérateur de saisie n'a pas pris soin d'effacer les premiers enregistrements qui ont conduit à une erreur. Je suis inscrit dans la machine 2 fois. Mais concrètement et physiquement, je ne suis détenteur que d'une seule carte d'électeur et je ne suis inscrit que sur une seule liste électorale. Là, c'est un doublon. C'est un doublon qui, lors du traitement, doit pouvoir être éliminé. Mais est-ce que je pourrais appeler ça, c'est un faux doublon? C'est un faux doublon parce que l'acte qui s'est passé ne peut pas se traduire par un vote frauduleux ou irrégulier. Parce que Gilbert Bawara n'est détenteur que d'une seule carte. J'ai vu aussi dans les documents publiés par l'ANC, on dit, mais on voit la photo de quelqu'un, on lui donne 49 ans. Mais quand on le voit, on voit qu'il doit être beaucoup plus âgé. Mais sur quelle base? Si je vous dis maintenant que j'ai 50 ans, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est vrai ou c'est faux? Vous pouvez faire votre impression, mais vous ne pouvez pas dire que c'est un élément scientifique. Si Gilbert est tombé malade et à 50 ans, il donne l'air d'être quelqu'un qui a 60 ans ou qui aurait 60 ans, est-ce que vous pouvez déterminer en tant que parti politique, sauf si vous exhibez les pièces d'identité de Gilbert Bawara, qu'au lieu de 50 ans, il a 60 ans. Mais au même moment... Ces éléments-là, c'est basé sur une impression et non pas un élément physique. Mais au même moment, ils ont présenté également la situation d'un jeune garçon qui devait avoir à peine 12 ans, mais dont le nom a figuré sur la liste électorale comme ayant 18 ou 20 ans, alors que sur sa carte d'élève, il devait avoir 12 ou 13 ans. Mais je peux même dire que ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il semblerait que cet élève ait dit que c'est comme ça que dans leur milieu, qu'on est venu leur demander à tous ceux qui sont dans la classe d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ne m'amenez pas dans ce genre de ragot. Ne m'amenez pas sur ce terrain. Non, non, je n'irai pas là-dedans. Vous savez, il faut vous rappeler le dispositif d'enrôlement des électeurs. Dans les CRB, il y a des concitoyens togolais représentant toutes les tendances. Les comités de liste et cartes sont composés des représentants de toutes les tendances politiques. Lorsque vous allez pour vous faire enrôler, ou vous avez une pièce justificative, ou alors c'est le témoignage. Mais si vous faites le témoignage, j'ai 12 ans, je dis que j'ai 18 ans. Donc vous voulez dire que
cet élève-là réussit à échapper à la violence, à la vigilance des membres du comité de liste et carte où sont représentées toutes les tendances. En ce moment-là, c'est à qui la faute? Vous voyez qu'il faut admettre une chose, que certaines erreurs peuvent survenir, mais ne pas les imputer systématiquement à une volonté de frauder. Qui vous dit que cet élève-là, le comité de liste et carte, vous le rendez complice ou pas? Même à supposer qu'un parti malignement incite un mineur à aller s'inscrire, que dites-vous du comité de liste et carte inclusif et représentatif de toutes les tendances qui valide l'inscription de cet élève? Oui, c'est très compliqué. À partir du moment où nous avons un état civil qui est encore embryonnaire, où par exemple, il n'y a pas une obligation systématique de radiation de ceux qui sont décédés, comment vous faites pour vous assurer que quelqu'un qui est décédé dans votre famille, est-ce que vous avez le temps de dire, moi-même, volontairement, je vais aller au CRV pour signaler qu'un parent est décédé? Et pourquoi ce serait seulement une tendance qui le ferait? Vous voyez, ça c'est des dysfonctionnements de l'état civil, du régime d'état civil. Ça c'est des choses qui peuvent arriver. Je voulais même signaler une chose. Dans notre pays, nous n'avons pas un vote électronique. Donc il n'y a pas un lien direct, intrinsèque, entre le serveur ou le logiciel ou le fichier biométrique, tant qu'il est électronique, et le vote. Les deux éléments qui sont des supports physiques déterminants pour le vote, c'est la liste d'électeurs, c'est les listes d'électeurs et c'est la carte d'électeur. C'est pourquoi le gouvernement a pris sur lui de proposer deux mesures. La première mesure, c'est d'inviter l'Organisation internationale de la francophonie, qui a déjà eu ce genre d'expérience, à venir aider la CENI en présence des représentants des partis politiques dans cette phase de consolidation des listes d'électeurs. S'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des difficultés, s'il y a des anomalies qui peuvent être détectées et corrigées, nous en serons satisfaits. Mais la meilleure garantie de fiabilité et de transparence que nous pouvons nous donner, c'est de nous assurer que dans les bureaux de vote, il y a des mesures concrètes et pratiques d'authentification et de contrôle des votants. Que chacun des candidats est présent à travers ses délégués dans les bureaux de vote pour contrôler la manière dont le vote se passe. Et c'est dans cet esprit que malgré les problèmes que notre pays connaît par ailleurs sur le front social, le gouvernement a instauré dans la loi et a décidé de mettre en place le financement public de la campagne électorale, de donner des moyens aux candidats, non seulement pour pouvoir sillonner le pays et mener leur campagne, mais également pour désigner et déployer des délégués dans tous les bureaux de vote. Voilà des mesures. C'est ça qui doit nous donner mutuellement confiance. Maintenant, monsieur le président, maintenant qu'on est sûr, par exemple, et que vous reconnaissez qu'il se peut qu'il y ait des doublons, qu'il y en a dans le fichier, qu'est-ce que vous faites pour rendre le fichier propre? Je vous dis les mesures qui sont prises. Je vous dis que l'affichage des listes provisoires, c'est le premier et le meilleur moyen de s'assurer, parce que ces listes qui sont affichées, c'est ces listes qui vont servir dans les bureaux de vote. Et donc, il faut que chacun ait la possibilité, parti politique ou citoyen, d'aller détecter d'éventuelles inscriptions irrégulières ou frauduleuses, de le signaler pour qu'on puisse améliorer. Mais on sait que par le passé, il y a eu par exemple un système de nettoyage du fichier qui a été utilisé à Bruxelles. Hein? Est-ce que le même système sera utilisé encore? Oui, même quelle que soit la technologie qui sera utilisée. Non, en tout cas, le système de dédoublonnage est effectué. Oui. Mais cela ça a été déjà fait? Non, mais ça a été en partie fait. Mais les recours et les contestations vont permettre d'améliorer.
C'est justement ça veut dire que si ça a été en partie fait, mais c'est un système assez fiable. C'est-à-dire si c'est fait, ça veut dire que c'est un système qui devait... Est-ce qu'il vous est arrivé? Le système AFIS, nous parlons du système AFIS, si ça a été fait, c'est un système assez fiable qui devrait quand même enlever tout doublon du fichier. Nous sommes en matière technologique. Moi, je n'en suis pas un expert. Je ne suis pas en mesure de vous garantir qu'il y aurait une technologie parfaite qui ferait en sorte qu'il n'y ait aucune faiblesse, aucune insuffisance ou aucune anomalie sur un fichier. Combien de fois vous n'avez pas travaillé sur un document et vous avez utilisé révision automatique pour corriger votre document. Et après, à l'impression, vous vous rendez compte qu'il y a des fautes qui ont pu se glisser. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Non, dites-moi. Si ça ne vous est jamais arrivé, vous me le dites aussi. Non, ça arrive, mais là, nous sommes en train de parler quand même d'un système assez perfectionné, assez sophistiqué, parce que c'est des systèmes qui, on peut se le dire, sont utilisés dans les grandes démocraties. Et on sait que là-bas, il n'y a jamais eu de problème de doublons dans les fichiers électoraux. Mais chez nous, si on utilise, si vous faites appel à ce système, c'est que vous avez la certitude que c'est un système fiable à 100%. La certitude, je n'en sais rien. Je vous dis tout simplement, ceux qui ont conçu les logiciels de nos ordinateurs, ils l'ont fait de telle sorte que quand vous corrigez automatiquement votre document, en allant dans révision et grammaire, que ça vous corrige toutes les fautes. C'est dans cette optique qu'ils l'ont fait. Mais pourtant, il peut arriver que vous utilisiez ce procédé et qu'il y ait quand même des fautes et des erreurs dans votre document. À partir de ce moment-là, considérez qu'un fichier électoral n'est pas quelque chose d'infaillible, n'est pas quelque chose de parfait. Tant que nous n'allons pas parvenir un jour, à travers l'état civil, à faire en sorte qu'il y ait une coïncidence parfaite entre l'état civil et les listes électorales, il y aura toujours de petites difficultés. Le plus important, c'est comment on prend des mesures concrètes et pratiques dans les bureaux de vote pour nous assurer qu'il n'y a pas de pratiques frauduleuses ou irrégulières. Donc on peut supposer que vous n'avez pas utilisé le système AFIS. Ça, c'est des questions. Non, pourquoi l'opérateur n'utiliserait pas le système AFIS? Non, c'est une question que je vous pose, monsieur le ministre. Est-ce que le système a été utilisé? Bien sûr, bien sûr. Mais ne me faites pas dire que utiliser le système AFIS équivaut à dire qu'une liste électorale est parfaite. Oui, mais est-ce que ça a été fait à Bruxelles ou à Lomé? Écoutez, n'oubliez pas que moi je suis un accompagnateur du processus électoral en tant que ministre de l'administration territoriale. Vous suivez tout de très près. Vous suivez tout de très près. On ne peut rien faire sans que vous le sachiez. Pourquoi? Vous êtes le ministre de l'administration territoriale. Non, on n'est pas dans un état policier, cher ami. On n'est pas dans un état policier. On a une commission électorale nationale indépendante qui est le maître d'œuvre du processus électoral. Le gouvernement se contente de lui apporter son soutien et son appui en mobilisant les moyens et les ressources. Voilà. Donc, en créant un climat de paix, de sécurité et de sérénité pour que l'élection puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas sûr qu'on a fait cela? Je vous ai dit que le système AFIS est utilisé. Si vous voulez que les gens retiennent autre chose, c'est votre droit le plus absolu. Pourquoi vous croyez que je veux cela? Je vous ai dit ça, mais je vois que vous insistiez en disant le contraire. Ça me surprend. Je vous pose la question. Voilà. Est-ce que ça a été fait à Bruxelles ou à Lomé? Ce détail-là, vous pouvez poser la question à la CENI. Et la CENI est disponible à tout moment. Même après cette émission, vous pouvez même les appeler au téléphone et leur poser cette question. Ils doivent et ils ont l'obligation de vous répondre à mais ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le dire. Non. Le gouvernement n'est pas partie prenante aux travaux de la CENI. Alors, pour donner la garantie aux autres quand même que le fichier dont on dispose est un fichier plus ou moins fiable, pourquoi la base de données n'est pas mise à leur disposition, comme le demande par exemple Alberto Olympio? Permettez que je n'entre pas trop dans les détails. Vous savez, autant nous devons travailler dans un esprit de responsabilité et de sérieux. Je disais tout à l'heure, tous les acteurs politiques, tous les citoyens qui sont désireux de voir le processus électoral amélioré, la manière dont ils devraient agir.
c'est en renforçant la sensibilisation, l'information, la communication, en allant vérifier l'affichage des listes provisoires, en détectant et en signalant à la CENI toute inscription douteuse qu'ils auraient vue. Voilà ce qui me paraît être une démarche sérieuse. En revanche, et sans doute le gouvernement n'a pas le temps pour cela, et j'imagine que la CENI non plus. La CENI ou le gouvernement ne peut pas avoir comme vocation de trouver des éléments pour étayer les subterfuges et les prétextes que tel acteur politique ou tel autre voudrait avoir pour justifier une non-candidature ou sa posture. Mais qui sont quand même graves. Voire pour essayer de contester à l'avance les résultats des élections. Je dis tout ce qui relève un peu de stratagème, de manœuvre, d'une volonté de manipulation. Le gouvernement n'a pas le temps à y souscrire. Le gouvernement n'a pas le temps à y souscrire. Donc, permettez que je n'entre pas trop dans les détails à propos de celui dont vous avez cité le nom. Monsieur le ministre, il est également, au cours de la rencontre du comité de suivi, il est également interdit aux médias de pouvoir publier les résultats de la présidentielle. On sait qu'au Sénégal, ce sont les médias qui, en donnant les résultats, ont quand même attesté de la crédibilité du vote. Pourquoi au Togo, on ne veut pas aller sur ce terrain-là? Non, je crois que les dispositions qui ont été prises dans le code électoral et de manière pratique garantissent la transparence et la fiabilité des résultats. Si vous et moi, le jour du vote, nous sommes à Lomé ici, comment vous faites pour publier les résultats intégralement de Tcharpanga dans la plaine d'Oumo? Si vous êtes un média respectable, comment vous faites si vous n'avez pas un journaliste à Siou, à Saint-Cassé, à Badou? Comment vous faites pour publier les résultats de là? Dites-moi. Comment vous faites? Voilà, vous voyez que il ne faut pas... On cherche la petite bête. On cherche tout simplement la petite bête. Comment vous faites? Si un journaliste véreux et tendancieux décide de publier dans un village, il y a 3 candidats X, Y, Z. Dans un village, Y est en avance. Il a 70% de votants dans un village, dans le bureau de vote dans ce village. On publie les résultats du vote dans ce village et on conditionne les esprits, on leur dit, ah, vous voyez, notre candidat Y, il a 60%. Or, le même candidat Y, dans un autre village, a 2%. Mais comment vous faites à la fin pour expliquer aux villageois là-bas qu'on n'a pas triché leur candidat? Vous voyez, nous devons faire attention. Je vous ai dit, il y a quelque chose sur laquelle le gouvernement ne lésinera jamais. Tout ce qui pourrait affecter le climat de paix et de sécurité. Tout ce qui pourrait engendrer l'agitation et la violence, nous devons le prévenir. Nous ne devons pas attendre des situations se produire et ensuite on est en train de se lamenter. On ne doit pas attendre qu'il y ait des violations des droits de l'homme. Des Togolais qui s'affrontent éventuellement à cause d'une désinformation ou d'une intoxication pour regretter d'avoir agi. Il vaut mieux prévenir. En revanche, la CENI, c'est elle qui contrôle le processus électoral. Les partis politiques ont des délégués dans tous les bureaux de vote. Ils ont le droit d'avoir des délégués dans tous les bureaux de vote. Le gouvernement leur donne l'argent pour pouvoir déployer des délégués dans tous les bureaux de vote. C'est pourquoi la tentation aussi qui consisterait à vouloir falsifier des procès-verbaux de résultats, ce serait une œuvre vaine. Pourquoi? Il y a 5 candidats. Dans tous les bureaux de vote, chacun des candidats a un délégué.
chaque délégué de candidat a le droit d'obtenir copie du procès verbal des résultats. Ce qui signifie que si cet endroit où nous faisons l'émission, c'était un bureau de vote, il n'est pas possible que les délégués du candidat X aient une copie du procès verbal qui soit différente de la copie transmise par le délégué du candidat Y ou Z. Si je perds, si mon candidat, son délégué m'envoie, notre délégué nous envoie une copie de procès verbal. Si je perds ça, je demande à un autre ou je demande à la CENI. Le code électoral prévoit que 3 mois après la publication des résultats, les candidats et leurs représentants peuvent consulter les résultats de l'élection auprès de la CENI. Vous voyez qu'il y a suffisamment de garanties pour éviter toute manœuvre frauduleuse ou irrégulière. Et donc, je suis certain que ce n'est pas seulement en autorisant ou en permettant aux journalistes de publier les résultats qu'on aurait assuré et garanti la transparence et la fiabilité des résultats. Au contraire, ça comporte un risque. Vous voyez, vous avez cité le Sénégal. Parlons-en. C'est un pays phare de la démocratie dans notre sous-région. Il faut l'admettre. Il y a quelques mois en arrière, j'ai vu un des principaux responsables du Parti démocrate sénégalais, PDS, qui a fait 1 mois de prison parce qu'il avait écrit sur son blog que le président de la République sénégalaise disposerait d'un compte à l'étranger. Cette semaine, un des avocats dans l'affaire Karim Wade a été arrêté et il est actuellement en prison. Ancien ministre de la Justice, un des principaux responsables d'un parti politique. Pourquoi il est interpellé et mis en prison? Parce qu'il a lancé un appel à la population à résister au cas où son client serait condamné. Vous croyez que si nous avions agi de cette manière-là au Togo, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous savez, nous sommes davantage dans l'humilité qui nous conduit à reconnaître que tout n'est pas parfait, que tout n'a pas été fait. Beaucoup de choses ont été faites, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Mais être dans la négation de la réalité, vouloir systématiquement dénigrer son propre pays, je vois que beaucoup d'autres peuples ne le font pas. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas, nous parlons aujourd'hui de réconciliation nationale, probablement que cela comporte la nécessité de transformation en profondeur des mentalités, des changements. Nous devons valoriser davantage l'esprit de tolérance et d'ouverture. Nous dire, nous sommes les filles et les fils du même pays, nous pouvons nous quereller, nous pouvons diverger sur certains aspects, mais à la fin de la journée, comme dans une famille, nous partageons l'amour pour la même patrie. Et ça me paraît beaucoup plus important que tout ce qui consiste à voir tous les efforts qui sont déployés dans son pays de manière stigmatisante et dénigrante. Alors, monsieur le ministre, ça veut dire que vous, personnellement, vous avez foi dans le processus qui est en cours? Totalement foi. Si on remonte un peu dans le passé, 1994, à l'époque, tout le monde conviendrait avec moi que le fichier électoral, par exemple, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Qu'il y a eu des avancées considérables. Mais à l'époque, ça n'avait pas empêché un parti de l'opposition d'avoir un nombre important de députés. Vous voyez, alors que depuis la signature de l'accord politique global, beaucoup d'améliorations ont été apportées. Mais nous pouvons continuer à améliorer. Chaque fois, à chaque élection, nous consolidons les acquis
des scrutins précédents, on améliore. Après le scrutin, on tire les enseignements, on améliore. C'est comme ça qu'on perfectionne un système, qu'il s'agisse du système électoral ou même des autres domaines de la vie nationale. Il y a une polémique qui est en train de peut-être de pointer à l'horizon, celle relative au bulletin de vote. Il semble que cette année, ce sera horizontal. Est-ce que vous confirmez? Vous savez, c'est également ça la difficulté. Dans notre pays, il est arrivé qu'on dise le bulletin unique ou la mort. Bon, Dieu merci, nous avons eu le bulletin unique et donc il n'y a pas eu mort. Le code électoral dit qu'il y a un tirage au sort qui permet de déterminer le positionnement des candidats sur le bulletin de vote. Mais le code électoral ne dit pas quel est le format du bulletin de vote. La loi ne dit pas. Mais le bulletin a toujours été vertical. Mais pourquoi nous avons décidé de changer la méthode d'enrôlement? Il faut perfectionner. Le bulletin... Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez peur de la position de votre candidat? Écoutez, si on vous compte les candidats A, B, C, D dans cet ordre-là, ou on vous compte les candidats A, B, C, D dans cet ordre-là, quelle est la différence? Oui, mais peut-être vous avez peur. Non, je vous demande quelle est la différence. Que quand vous irez prendre le bulletin dans cet ordre-là, pour expliquer aux populations que notre candidat est dernier, cela peut ne pas vous arranger. Hein. En 2010, vous vous rappelez quel était le positionnement des candidats? Mais s'il s'agissait de concevoir la maquette du bulletin et d'assurer le vote, mais ça se saurait. Le vote se gagne sur le terrain à travers le dialogue dont je parlais avec les citoyens, à travers les idées, les projets et l'ambition que chacun des candidats va porter. Oui, mais dans ce cas, pourquoi vous changez alors la forme? Moi, je ne suis pas à la CENI. J'ai cru même comprendre que c'est une décision qui a été prise de manière collégiale par l'ensemble des membres de la CENI. C'est une décision qui a été prise de manière collégiale. Je dis tout simplement, l'élément déterminant qui doit inspirer et guider nous tous en ce qui concerne le bulletin de vote, c'est d'éviter au maximum les bulletins nuls. C'est-à-dire de faciliter la tâche aux citoyens. Quand il va, qu'ils puissent facilement voir les candidats qui sont sur le bulletin, qu'ils votent pour le candidat de son choix et qu'on plie le bulletin sans que ça ne produise pas des tâches. C'est ce qui doit nous préoccuper, nous tous. Le reste, c'est des philosophies. Vous savez, ce qui m'inquiète souvent, c'est la tentation de certains de remettre systématiquement en cause les décisions qui sont prises de manière collégiale et consensuelle par la CENI. C'était arrivé il n'y a pas longtemps concernant la proposition de date du scrutin où on a vu même un membre de la CENI être le premier à dire publiquement, annoncer publiquement que la CENI a délibéré et propose une date pour le scrutin. Le même membre de la CENI, quelques jours plus tard, sous le diktat et la pression de l'état-major de son parti, a fait un communiqué dénonçant la même décision dont il était l'annonceur quelques jours plus tard. Cette fois-ci, c'est un peu la même chose qui se produit. La CENI délibère de manière collégiale, prend une décision et les états-majors, ils peuvent exprimer des points de vue. Mais moi, je n'ai pas vocation à m'interférer et je souhaite que les acteurs politiques cessent de s'interférer dans le travail de la CENI. Monsieur le ministre, on va évoquer maintenant la question sociale. Vous vous dites confiant dans le processus qui est en cours, mais est-ce que vous n'avez pas un peu peur de la tension sociale qu'il y a actuellement dans le pays? Non, dire qu'on a peur, non. Un gouvernement, une autorité doit être soucieux des préoccupations qui peuvent être exprimées par une frange de sa population. On ne peut pas se désintéresser des revendications sociales. On ne peut pas être indifférent
aux doléances et aux demandes des agents de la fonction publique, notamment des enseignants, des médecins, demandant l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Tout au contraire. Nous avons l'obligation, et même en tant que gouvernement, nous avons la responsabilité d'être à l'écoute de ces préoccupations. Mais est-ce qu'il faut seulement être à l'écoute ou il faut trouver des solutions? Bien entendu. Mais là, vous ne donnez pas l'impression de trouver des solutions. Non. Depuis le début de cette histoire, le gouvernement d'abord a démontré sa disponibilité et son ouverture au dialogue et à la concertation et à l'apaisement. Pourquoi vous ne rencontrez pas la STT? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'il vaut mieux avoir un dialogue et des concertations inclusifs, associant l'ensemble des tendances syndicales, ou bien il faut s'engager dans des négociations séparées avec chaque centrale ou chaque organisation syndicale? Mais est-ce que ce n'est pas la centrale qui est conseiller du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas, monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas conseiller du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas la centrale qui dépose la plateforme qui doit être écoutée? Ce n'est pas un dialogue social. Écoutez, à partir du moment, j'ai cru comprendre qu'ils défendent les intérêts de tous les agents de la fonction publique et pas seulement de leurs adhérents. Mais si c'est ça l'esprit, pourquoi cette centrale doit craindre que d'autres centrales soient associées? Si vous agissez dans l'intérêt commun, dans l'intérêt général, vous devez rechercher que d'autres personnes puissent apporter leur contribution. Si c'est ça l'esprit, si leur objectif, ce n'est pas seulement de défendre les intérêts de leurs affiliés, mais de défendre l'intérêt général de tous les agents de la fonction publique, notamment ou en particulier ceux des enseignants et des médecins. Quelle crainte, quelle raison cette centrale invoque pour exclure les autres? Je ne vois pas. Sur le plan syndical, ce n'est pas souhaitable, comme sur le plan politique, c'est pas souhaitable. La STT estime que ce n'est pas un dialogue social. La question, c'est des mots ça. Quand il y a une préoccupation des fonctionnaires, c'est légitime que le gouvernement cherche à écouter le plus grand nombre d'organisations syndicales. Et donc, je disais que dans cette situation, le gouvernement a déjà démontré sa disponibilité au dialogue et à la concertation. Le gouvernement a même pris des engagements à propos des 900 millions. Dans un premier temps, le gouvernement a dit qu'il serait difficile de payer les 900 millions une seule fois. Mais sur insistance des interlocuteurs et des partenaires sociaux du gouvernement, le gouvernement s'est engagé à ce que, à la fin du mois de mars, les 900 000 seront réglés en une seule fois. 900 millions. Les 900 millions. Si nous étions à la fin du mois de mars et que cet engagement n'a pas été honoré, je comprendrais qu'il y ait des inquiétudes. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes totalement soucieux et à l'écoute des préoccupations. Ce qui nous paraît inacceptable, c'est les méthodes d'action qui sont utilisées. C'est juste des grèves. Justement, oui, si c'était juste des grèves, ça va, il n'y a pas de problème. La STT n'est pas allée au-delà de cela, elle a juste annoncé des mots de grève qui ont été suivis. L'occupation de la nationale numéro 1, les sit-ins sur la route nationale, ce n'est pas une grève. Ou bien vous appelez ça aussi grève. Ça, c'est une manifestation publique. C'est l'occupation de la voie publique, mais qui est possible à condition de respecter les règles et les procédures en matière de réunion et de manifestation publique, d'occupation de l'espace public. Et vous voyez, ce que nous regrettons et nous déplorons, c'est les appels à la violence, c'est les actions violentes qui ont été posées. Oui, mais ça, ce n'est pas la STT qui a fait cela. Écoutez, quand on va agresser le préfet, quand on va agresser un enseignant en train de dispenser ses cours, quand on va saccager une inspection, suite à un mot d'ordre de la STT, mais il faut assumer. Il faut assumer. Je comprendrais que la STT regrette et condamne ces agissements. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas entendu. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas non plus dit qu'elle est d'accord. Non. Jusqu'à présent, elle n'a pas non plus dit qu'elle était d'accord avec ce qui s'est passé. Mais si elle n'est pas d'accord, qu'elle le dise.
Lors de la rencontre et des échanges entre la délégation gouvernementale et les responsables de la STT à Dapan, eux-mêmes, ils ont admis qu'il y a des débordements parce que parfois, ils sont dépassés, ils sont débordés. Oui, mais est-ce que tout ça, est-ce que ce ne sont pas que des conséquences? Ce n'est pas une histoire de conséquences. Si l'action syndicale prévoit les méthodes de grève, il faut observer ça. Si l'objectif qui inspire les gens, c'est uniquement l'action syndicale, s'il n'y a pas d'autres visées... Vous trouvez-vous qu'il y a d'autres visées? Non. Jusqu'à ce stade-là, moi, je n'ai aucun élément d'information, je n'ai aucune raison de penser qu'il pourrait y avoir d'autres visées ou qu'il pourrait y avoir une conspiration, des manipulations ou la récupération. Non, je n'ai aucun... Bien entendu, on constate qu'il y a une conjonction en ce qui concerne les effets. Ou en ce qui concerne les méthodes d'action, il y a une conjonction. Il y a une conjonction. Ceux qui agissent au nom du droit syndical, en débordant les méthodes syndicales, produisent une situation dont se prévalent ceux qui disent qu'ils ne veulent pas d'élection. Ça, c'est des faits. Je n'en tire aucune conséquence. Est-ce que vous êtes en train de vouloir dénier à la STT ou aux autres centrales syndicales le droit d'observer des grèves, de refuser de travailler? Au contraire. Parce qu'il y aurait des conséquences en vont en découler? Pas du tout. Je dis tout simplement le droit de grève où la grève s'exerce d'une certaine manière. À dire, demain, si vous décidez de faire grève, vous restez peut-être chez vous. Mais vous ne venez pas saccager le studio ici. Vous ne venez pas vous attaquer physiquement à quelqu'un que les responsables de cette chaîne décideraient de lui demander de vous remplacer en attendant que vous décidiez. C'est ce que nous déplorons. Mais au même moment, monsieur le ministre, que vous déplorez cette situation, pourquoi est-ce que vous ne déplorez pas aussi la lettre que le ministre Maganaoué a écrite? En quoi cette lettre doit être déplorée? En demandant, par exemple, que des enseignants se manifestent pour remplacer ceux qui seraient en train d'observer, ceux qui sont en train d'observer la grève. Donc, vous pensez qu'il n'est pas légitime pour un ministre de l'enseignement d'être préoccupé par la continuité des cours? D'être préoccupé que les enfants ne perdent pas une année scolaire. Vous croyez que ce n'est pas légitime? Quitte à remplacer des enseignants, des fonctionnaires? Mais la continuité du service public, c'est un principe fondamental aussi. Mais est-ce qu'on est en train de renvoyer des gens de leur service? L'objectif n'est pas celui-là. Mais ne dites pas que le pays doit être paralysé en attendant le jour où la SCT se décidera. Ne dites pas que pendant que certains de nos concitoyens seraient malades, si un médecin fait grève, ce dont il a le droit, qu'on ne soigne pas ce malade-là. C'est ce que vous voulez me dire? La STT peut nous dire non. Si on fait la grève dans le secteur médical, nous ne souhaitons pas que quelqu'un d'autre soigne les gens qui sont malades. Vous voyez, il faut être cohérent. Ceux qui font la grève doivent être cohérents. Non. Le gouvernement est déterminé à respecter scrupuleusement les libertés. Le droit de grève est une liberté. Il faut la respecter. Nous encourageons tout simplement à ce que les méthodes utilisées soient conformes aux principes du droit de grève. Alors, monsieur le ministre, pour en finir peut-être une bonne fois pour toutes avec cette crise sociale, pourquoi vous ne rencontrez pas la STT seule comme elle le demande pour en finir une bonne fois pour toutes avec ça? Mais pourquoi vous voulez qu'on se prive de la contribution des autres? Si je vous tourne la question dans ce sens. Pourquoi ne pas s'en priver? Non, je vous demande, pourquoi vous voulez qu'on se prive? Si la STT a l'impression, par exemple, que les autres s'acoquinent avec le gouvernement, que les autres centrales sont toujours d'accord avec ce que le gouvernement fait. Quand les autres centrales peuvent dire, par exemple, qu'il y a eu des avancées, le gouvernement est allé très loin, alors que ce n'est pas vraiment ce que la STT veut. Vous avez le sentiment, nous risquons de tomber dans une dictature de la pensée unique? Avec cette méthode-là, vous n'avez pas le sentiment qu'on tomberait dans une dictature de la pensée unique?
Nous combattons, nous disons nous voulons la démocratie, nous voulons le pluralisme. Et lorsque l'occasion nous est donnée de démontrer que nous pouvons être plusieurs à débattre, à discuter, nous pouvons diverger, mais essayons de chercher les meilleures idées qui vont dans le sens du bien commun, de l'intérêt commun. Vous croyez que quand on est deux à discuter, parfois ça ne peut pas être utile d'avoir d'autres qui nous éclairent? Donc, monsieur le ministre a dit, à l'heure où nous parlons, je ne vois pas est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de discussion seul à seul avec la SCT? C'est pas une question de jamais. Ce serait une incantation ou des dogmes. On n'est pas dans cet esprit. Nous sommes toujours dans un esprit d'ouverture. S'il apparaissait que des initiatives éventuellement séparées avec telle ou telle organisation et centrale syndicale aiderait à dénouer la situation, le gouvernement ne fera pas dans du dogmatisme. Il n'y a pas de problème. Donc vous ouvrirez éventuellement des discussions avec la STT? Je dis, il vaut mieux discuter dans un esprit inclusif que dans une approche exclusive. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui la STT est la plus représentative des centrales syndicales? Bon, s'il y avait une élection, si nous étions... Oui, dans le domaine, il n'y a pas d'élection sociale, mais c'est elle qui, quand la STT demande... La violence des actions ne doit pas vous amener à vous déterminer sur l'assise et la représentativité. Oui, mais quand la STT appelle aujourd'hui à la grève, c'est presque toute l'administration qui est paralysée, c'est la fonction publique qui est paralysée. Les autres centrales n'ont plus cette capacité-là. Les méthodes d'action, parfois, qui sont pratiquement à la lisière de la légalité en termes de droit syndical, ne doit pas vous amener à ce genre d'appréciation. Moi, je respecte toutes les tendances syndicales, y compris la STT. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cet entretien. Je voudrais que vous puissiez regarder les Togolais droit dans les yeux pour leur dire quelques mots en plein processus électoral en regardant la caméra qui est en face de vous. Non, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les Togolais pour la dignité dans nos comportements. Nous savons qu'il y a quelques années, plus de 10 ans, notre pays, sur le plan politique, c'était davantage des fractures, la cristallisation. Beaucoup de nos concitoyens avaient été même obligés de fuir. Mais ces dernières années, on a engagé collectivement, avec la contribution de tous, une dynamique d'apaisement de la vie politique. Un processus de réconciliation nationale. Sur le plan économique, il y a un redressement économique qui est en cours. Il y a quelques années, les salaires n'étaient pas totalement honorés. Les pensions n'étaient pas payées. Les aides et les bourses d'étudiants n'étaient pas honorées. Vous étiez chef de service, vous passez de chef de service à directeur de service, il n'y avait pas d'effet financier. Mais aujourd'hui, au moins, grâce à l'effort collectif, les salaires sont honorés, les pensions de retraite sont payées, les aides aux étudiants sont payées. Les effets financiers des avancements ont été restaurés. Le déplafonnement de la grille indiciaire est réalisé. Des améliorations, de petites améliorations ont été apportées en termes d'augmentation des salaires, mais également parfois d'autres mesures indirectes, telles que la réduction de l'impôt sur les personnes physiques, telles que les mesures sur les produits de première nécessité chaque fois qu'il y avait la hausse des produits pétroliers. L'agriculture togolaise produit aujourd'hui des excédents. Nous avons connu en 2006-2007, le bol de maïs était allé jusqu'à 1600. Mais est-ce que tout cela est suffisant? Non. Il faut que nous ayons l'humilité et l'honnêteté de le reconnaître. Mais est-ce que nous allons faire mieux si nous jetons notre pays encore dans la violence, dans les affrontements, si nous créons un climat de contestation permanent? Est-ce que les investisseurs, les opérateurs économiques viendront investir au Togo, créer davantage de richesses, créer davantage d'emplois? Si le Togo était dépeint
comme un pays en crise, parfois artificiellement. Alors, c'est pourquoi, à l'occasion de cette élection présidentielle, je félicite la dignité des Togolais. Dans leur grande majorité, ils veulent que le pays aille de l'avant. Quand on a vu la manière dont ils se sont mobilisés pour se faire enrôler lors des opérations de révision des listes électorales, quand on voit malgré certains discours, comment ils restent déterminés. Chaque matin, ces Togolais qui se lèvent tôt, qui souffrent pour aller travailler et chercher le pain pour le soir. C'est ces Togolais-là que nous devons valoriser. Et donc, évitons tout ce qui peut nous diviser davantage. Tout ce qui peut semer la haine et la discorde. Tout ce qui peut faire reculer le Togo. Tout ce qui ferait qu'au lendemain de l'élection, au lieu de nous consacrer davantage sur le développement économique et social, nous allons être en train de nous regarder en chien de faïence parce qu'il y aura un climat d'animosité et d'antagonisme. Voilà pourquoi moi je suis confiant dans la mobilisation et l'engagement des Togolais. L'élection, ça c'est un moment de vérité. C'est un moment de vérité. Accueillez tous ceux qui viendront vers vous. Ceux qui viendront pour des meetings, pour des campagnes. Accueillez-les tous dans un esprit de respect mutuel, dans un esprit de tolérance. C'est ça aussi le sens du pluralisme et de la démocratie pour lesquels nous avons opté. Et à la fin, vous ferez votre choix en connaissance de cause, en ayant comme seul guide l'intérêt de notre pays. Voilà le message que j'ai envie d'adresser aux Togolais. Et je n'avais pas besoin de leur dire ça pour être confiant. Je suis par nature quelqu'un d'optimiste. Monsieur le ministre Gilbert Bara, merci d'être passé dans cette émission. Merci. Voilà qui met fin à cette première partie. On va se retrouver juste après pour la seconde partie.